Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 798 de Kingdom. Désolé si la qualité du son et de la vidéo n'est pas ouf, je suis en plein déménagement, donc je fais un petit peu avec le matériel de base, c'est-à-dire un téléphone. Du coup, on commence la review de ce chapitre 798 qui fait quand même beaucoup de débats, on va pas se mentir. Un chapitre qui, pour beaucoup, n'a pas lieu d'être et est même incohérent. On va en parler. On a donc un chapitre qui s'ouvre sur un tas de cadavres, un champ de cadavres. C'est littéralement le propos ici. Et clairement, c'est pas souvent qu'on voit ça. C'est-à-dire que généralement, lors des guerres, que ce soit une victoire ou une défaite, on voit assez peu les champs de cadavres d'après-guerre de façon aussi détaillée. C'est vraiment rare. Ici, on va voir justement les soldats de Saika, donc de Sao, si vous préférez, qui vont passer et qui vont éliminer justement, achever les soldats de Kin qui auraient survécu et qui seraient à l'agonie. Ils vont donc être achevés. Ici, il n'y a pas de capture, juste ils sont tous achevés. Et à côté, on a les soldats donc de Saika décédés qui seront emmenés. Et c'est là qu'on va apprendre justement que, en général, après une guerre, les soldats ennemis restent en fait sur place à pourrir, tout simplement. Là où les soldats alliés, eux, sont enterrés, certes sur place, mais ils sont enterrés. C'est-à-dire qu'ils méritent le respect un minimum. Sauf qu'ici, pour Saika, c'est différent. Saika veut récupérer justement les dépouilles des soldats venant de chez eux pour les enterrer dignement à Saika. Et je trouve ça quand même très intéressant justement comme propos du fait que Saika tient réellement à ses hommes, même les hommes décédés. Pour Saika, une personne décédée, ce n'est pas juste un nombre, c'est une personne de leur famille qui a disparu. C'est une tristesse vraiment énormissime pour eux de perdre ne serait-ce qu'une seule personne. On le voyait par rapport à Shibasho, qui ne supportait pas justement de voir toute sa famille mourir, ses enfants mourir. Ça rappelle quand même énormément d'ailleurs les propos de Barbe Blanche en One Piece par exemple, pour ceux qui connaîtraient justement par rapport à la guerre au sommet à Marineford, où Barbe Blanche était réellement terrifiée de voir tous ses enfants mourir devant ses yeux. Et ici, on a la même chose avec Shibasho et Saika. Mais en même temps, on nous montre ici la cruauté de la guerre dans ce chapitre. C'est réellement le propos du début du chapitre. La cruauté de la guerre. C'est-à-dire qu'une fois la guerre terminée, c'est pas juste les gens qui rentrent boire un coup, qui rigolent d'une victoire ou quoi, ou qui pleurent d'une défaite. C'est aussi un champ de cadavres qui s'étend à perte de vue, tellement il y a eu de pertes justement, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et quand on pense que la plupart resteront pourrir sur place, c'est-à-dire qu'ici les 100 000 soldats douzaines vont rester pourrir sur place à Sao. C'est inhumain en fait, c'est inhumain tout simplement. Et ça nous montre ici justement le propos horrible de la guerre. Jusqu'à présent dans Kingdom, la plupart du temps, la guerre c'est presque quelque chose. Les généraux aiment la guerre, ils aiment faire la guerre. Et même nous, on prend plaisir finalement à voir des personnages découper des généraux, etc. Des généraux ennemis devenir plus forts, tout ça. On prend plaisir à ça. Mais ici, on voit finalement que n'y a pas de plaisir à en tirer au final. On voit le résultat ici. On voit que réellement, tout ce qu'on voit, c'est le malheur. C'est des gens qui agonisent, c'est des gens qui vont pourrir dans le déshonneur sur place. C'est tout. Il n'y a absolument aucun honneur à ça. Et cela va sûrement faire penser pour beaucoup à Gaimou. Le discours de Gaimou et surtout sa question par rapport à Shin. Par rapport au fait que non, il n'y a rien de glorieux dans la guerre finalement. C'est juste un massacre. Et ici, c'est ce qu'a été cette guerre, un massacre. Toute l'armée douzaine, généraux compris, a été exterminée. Il lui reste tout au plus quelques dizaines d'hommes et un corps. C'était réellement une extermination sur les plus de 100 000 soldats qui étaient présents. C'est horrible de penser à ces 100 000 soldats qui vont pourrir sur place, réellement. On va donc se retrouver du côté de Zao, plus précisément de Saika, dans la tente de Kansaro. Et on va avoir un petit peu le bilan de cette bataille. On va apprendre qu'il y a eu énormément de pertes également du côté de Saika. Et justement, c'est ce qu'on voyait.
il y a eu énormément de pertes, mais pas seulement pour Kin, également pour Seika. Et oui, après tout, Zhao a juste envoyé les forces de Seika en fait. Et Goku n'a absolument pas fait bouger ses propres hommes. Il a juste envoyé Seika sur le devant de la scène pour allumer tout simplement Kin, et c'est tout. Ce qui fait que les plus grosses pertes sont du côté de Seika, hors évidemment les pertes de Kin, avec du coup l'armée de Guzen, bien sûr. Mais du coup, réellement, c'est juste énormissime en tant que perte. C'est quelque chose qu'on ne reverra pas, de toute façon. Puisqu'on le sait, hein, cette guerre est la plus meurtrière de toutes pour Kin. On le sait. Même à Shu, il n'y aura pas des pertes pareilles. Puis, on va avoir un homme, hein, tout simplement, qui va se présenter et qui va nous dire que le chariot pour le corps de Jiaga est prêt. Et oui, comme j'ai dit plus tôt, ici les cadavres à Seika retournent à Seika tout simplement pour être enterrés dignement. Et bien sûr, le général Jiaga mérite du coup son propre chariot pour cela. Hein. Jiaga qui a été tué par Shiryu, hein, Jiaga, hein, comme beaucoup aimeraient l'appeler. Et puis j'avoue qu'avec la suite de chapitre, c'est quand même de plus en plus compliqué de respecter Jiaga en termes de puissance martiale. Par contre, Jiaga, il faut le respecter humainement. Et ça, on y reviendra un peu plus tard dans le chapitre. On a donc les hommes proches hein, de Jiaga, hein, tout simplement, qui vont rentrer avec lui à Seika, hein, enfin avec son cadavre hein, plus précisément. Et on arrive donc sur un homme hein, qui intervient et qui dit qu'ils sont attrapés, hein, enfin tout simplement qu'un homme de Kin se serait rendu et que cet homme est un général. Et là, on nous revient au dernier chapitre, hein, ou à l'avant-dernier, je ne sais plus, tout simplement avec Suhu hein, qui avait affirmé justement qu'il avait quelque chose à faire, quelque chose qui nécessitait de quitter l'armée Doucen. Et ici, on va avoir la réponse dans ce chapitre, tout simplement. On a donc Suhu qui s'est rendu de lui-même, hein, qui a donné ses armes à Seika, et qui veut tout simplement s'entretenir avec Kansaro. Et autant dire que cet entretien, personnellement, m'a donné des frissons. Réellement, c'est la sensation que j'ai eue avec ce chapitre, des frissons. Que ce soit le fait que la guerre soit horrible au début, mais également cette fin magnifique, je trouve, au niveau de ce chapitre, hein, tout simplement. Ce chapitre est vraiment exceptionnel pour moi. On a donc Suhu qui va se présenter, hein, qui va confirmer être un général de Kin, ce qui va complètement énerver hein, les hommes présents dans la tente de Kansaro. Hein. Ils vont tout simplement attraper Suhu et ils vont tenter de le décapiter, avant que Kansaro ne les arrête hein, et demande justement à écouter ce qu'a à dire Suhu. Après tout, Suhu s'est justement rendu, hein, donc il sait très bien, au vu de sa position de général, que ça va mal finir pour lui, techniquement. Et de son côté, on a donc l'homme hein, de Kansaro qui va dire oui, mais on n'a pas besoin d'écouter ce qu'il veut, il veut sûrement faire défection. Et évidemment, par défection ici, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que faire défection, c'est ce qu'a fait Renpa par exemple. C'est-à-dire, du coup, quitter un royaume pour en rejoindre un autre. C'est ce que Renpa a fait 2 fois. La première fois, donc, Renpa était d'origine de Zhao, puis il est allé à Wei, oui c'était Wei il me semble, en tout cas c'était Wei, et ensuite il est parti à Shu. Donc Renpa, clairement, il voyage entre les royaumes. Sauf qu'ici, Suhu ne demande pas à faire défection. Mais il dit juste qu'il n'est pas là pour faire défection. Cependant, il ne fait plus partie de l'armée douzaine, techniquement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre, il ne fait plus partie de l'armée douzaine. Donc pourquoi est-il là? Et c'est là qu'on va justement avoir Suhu qui va s'expliquer, hein, tout simplement, et qui va commencer par une question, hein, et qui va dire est-ce que vous avez quelqu'un en gros qui vous est cher, notamment, il va dire ici pour lui une femme, bien sûr, par rapport à Shiryu, mais en gros il va demander aux hommes dans cette tente, avez-vous quelqu'un qui vous est cher? Et c'est là qu'on va commencer à comprendre ce que veut Suhu. On a donc Suhu qui va dire justement que lui, il avait une femme, hein, tout simplement, qu'il aimait plus que tout. Hein. Une femme qui, justement, il aimait même plus que Uzen, finalement. La relation Shiryu et Suhu était même plus forte que celle que Suhu pouvait avoir envers Uzen. Suhu, pour le coup, avait beau être un général Tousen, c'était probablement le moins loyal de tous. Et on le voit ici, puisqu'il est même prêt à se rendre à Zhao,
seulement pour Shiryu. On a donc un Sou justement ici qui s'en veut mais terriblement pour ce qu'il a fait. Il s'en veut terriblement pour avoir laissé Shiryu mourir seul dans son coin pour que lui il aille aider Uzen. On a Kansaro qui ici, de façon très humaine, va lui expliquer que c'était la bonne chose à faire, hein, stratégiquement parlant en tout cas, c'était la bonne chose à faire. Et déjà, juste ce petit propos-là, je trouvais ça très intéressant parce qu'on a un Kansaro qui techniquement essaie de rassurer Sou. Techniquement, hein, c'est un peu ce qu'on voit ici. Il le rassure en quelque sorte en disant qu'il avait fait le bon choix tactiquement parlant. Et là, on a donc justement un Kansaro qui est très humain. Mais c'était également la même chose pour Jiaka. On y reviendra. Les sommes de Saika sont vraiment très humains. Saika et Zao, c'est pas du tout la même chose. Mais vraiment pas du tout. On a donc Sou qui va en venir à sa requête. Il veut retrouver le corps de Shiryu, ou au moins quelque chose lui appartenant, pour la serrer une dernière fois dans ses bras avant de mourir. Tout simplement. C'est sa seule demande. Car il sait, hein, justement, il nous l'explique encore une fois, que Shiryu doit être quelque part dans ce tas de cadavres à pourrir. Et ça, il ne le supporte pas. Il veut au moins pouvoir la voir une dernière fois. C'est sa seule volonté. Et après ça, il sera littéralement prêt à mourir. Et je trouve ça magnifique, tout simplement. Réellement, je trouve ça magnifique. Un Sou qui est prêt à tout pour la femme qu'il aime. Il est prêt à mourir juste pour la revoir. Et en même temps, ça me fait énormément penser à Naki. Naki, hein, qui avait rejoint la Aishin et qui a fini par quitter la Aishin pour rejoindre Kanki. Même s'il savait qu'il allait mourir, et il est effectivement mort, mais il a tout fait pour rester auprès de Kanki. Quitte à mourir, mais au moins il voulait rester avec lui une dernière fois. Et ici, Sou fait le même choix avec Shiryu. Il est prêt à tout pour être avec la personne avec laquelle il tient. Enfin, à laquelle il tient le plus. Et ça, c'est beau, tout simplement. On a donc un Sou qui va se mettre à genoux. Hein. Un général qui se met à genoux devant l'ennemi pour pouvoir revoir la femme qu'il aime. Si ça, c'est pas fort, je sais pas ce que c'est. Si c'est pas beau, je sais pas ce que c'est non plus. Réellement, c'est incroyable comme moment. Un général qui se met à genoux, qui implore l'ennemi, c'est du jamais vu. Et ça montre réellement la détermination de Sou ici pour revoir sa femme. Surtout qu'on a un Sou ici qui ne souhaite pas du tout se venger de Kansaro. À la guerre, comme il le disait souvent dans Vinland Saga, hein, à la guerre sans rancune. C'est-à-dire que lui, il ne ressent pas de rancune envers Jiaka ou Kansaro. Tout ce qu'il veut, c'est voir Shiryu. Tout simplement. Et ça, encore une fois, c'est beau de la part de Sou, qui ici montre clairement que c'est un homme vrai. Et c'est Kansaro lui-même qui va le dire. Il avait une femme respectable, mais vraiment, avec Kansaro vouait un respect énorme à Shiryu, et il n'est pas du tout surpris de voir que l'homme qu'elle aimait est tout aussi respectable, très clairement. Et il dit ça à un homme qui est en train de l'implorer à genoux. Mais c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que Sou a été capable d'abandonner toute fierté. Il a même été capable d'abandonner sa vie, juste pour rester fidèle à la femme qu'il aime. Et ça, ça mérite tout le respect du monde, tout simplement. Réellement, ça mérite tout le respect du monde de faire ça. On a donc là Kansaro, hein, qui va accéder à la demande de Sou. Hein. Et c'est là justement que le choc est intervenu, hein, puisqu'on a vu tout simplement Shiryu vivante. Elle est vivante, elle a été soignée. Ils lui ont amputé un bras parce qu'il commençait à se nécroser. Mais elle est vivante, hein, tout simplement. Et ça, c'est juste incroyable, clairement. Mais surtout, cette fin de chapitre, personnellement, m'a un petit peu titillé, hein, parce que déjà, il défend des cordages, justement, qui servaient à emprisonner Sou. C'est-à-dire que, techniquement, ici, il le libère, presque. C'est-à-dire que là, Sou, il est libre de ses mouvements. Alors oui, bien sûr, s'il tente de faire le fou, il va se faire exécuter dans la seconde. Mais il est libre physiquement, et surtout, Shiryu l'est également. Elle n'est pas du tout enchaînée ou quoi. Rien du tout.
Elle est totalement libre physiquement. Mais surtout, on a un Kansaro à la fin qui va s'excuser. Réellement, il s'excuse du fait qu'il ait dû lui amputer un bras. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. D'un côté, on en a un qui se met à genoux devant l'ennemi, et l'autre qui s'excuse devant l'ennemi. Non, vraiment, là, c'est exceptionnel, hein, clairement, ce qui se passe. Mais ici, surtout, ce que ça me montre, c'est que ce soit Kansaro ou Suwu, les deux ne se considèrent pas réellement comme des ennemis total. C'est-à-dire qu'ici, il y a réellement une distinction qui est faite entre Zao et Saika. Maintenant, qu'est-ce que tout cela va donner? Est-ce que dans le prochain chapitre, les deux vont mourir ensemble, comme ils le voulaient? Bien sûr, je ne pense pas, clairement. S'il ne serait pas embêté à soigner Shiryu pour la tuer derrière, surtout qu'il ne pouvait pas savoir que Suwu allait se rendre ou quoi. C'était pas prévisible réellement, quoi. Donc très clairement, voilà, ils l'ont pas soigné pour la tuer derrière. Surtout qu'elle n'est pas particulièrement enchaînée ici. Donc je pense réellement que tout simplement ils vont être faits prisonniers tous les deux, hein, effectivement. Mais ils vont être faits prisonniers à la Saika. C'est-à-dire que bon, prisonniers à Saika en gros c'est vous restez dans la ville, mais vous faites un peu ce que vous voulez dedans. En gros, ils vont être un petit peu adoptés par Saika, je pense. Puisque de toute manière, les deux ne peuvent plus rejoindre Uzen, hein. Je pense pas qu'Uzen accepterait que son homme il se taille un peu partout quand il veut. Ah, donc voilà. Je pense clairement qu'ici c'est terminé, hein, par rapport à l'armée d'Uzen. Mais du coup, les deux pourraient effectivement potentiellement rejoindre Saika, même en tant que prisonnier de guerre. Mais bon, prisonnier de guerre façon Saika, comme j'ai dit. Après, est-ce qu'il est possible que quand Saro décide de les libérer tous les deux en mode « cassez-vous, je ne veux plus jamais vous revoir », disons qu'avec Saika, ça me surprendrait pas forcément tant que ça. Le problème étant que s'il les laisse partir, je vois pas trop quelle raison ils auraient de pas retourner auprès d'Uzen. Donc c'est un peu compliqué, je pense réellement qu'ils vont être faits prisonniers de guerre. Maintenant, à voir, hein, mais dans tous les cas, c'est vraiment magnifique, hein, cette dernière page, avec les deux, hein, qui se retrouvent. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce chapitre, hein, j'ai vraiment hâte du 799. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.